Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, de retour sur Radio J. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir non seulement un écrivain, une romancière, mais une artiste de façon plus générale. Elle nous revient avec un livre aussi émouvant que poignant qui s'appelle « Comment j'ai échappé au malheur » aux éditions Roman Ramsay. Annick Pérez, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Annick Pérez, ça fait quelques années qu'on vous connaît maintenant. Je crois avoir été celui qui vous avait reçu pour votre premier livre. Ouais, en 1998 déjà. Oui, celui qui ne fut pas choisi. Voilà, retenez bien ce titre, chers auditeurs, puisque celui qui ne fut pas choisi a un rapport avec ce livre, au titre un peu énigmatique, mais malheureusement qui nous rappelle à l'actualité du moment, ou peut-être l'actualité éternelle de la marche du monde. Alors au moment où nous parlons avec vous, Annick Pérez, on vient d'apprendre une triste nouvelle. La disparition de Samuel Sandler, qui était le père et le grand-père de ces 4 personnes juives assassinées le 19 mars 2012 à Toulouse. Samuel Sandler qui avait aussi livré ses impressions dans un très beau livre, « N'oubliez pas les enfants ». Samuel Sandler qui était devenu un des passeurs de la mémoire et de l'histoire non seulement du génocide juif, mais aussi après cet acte de djihadisme terrible antisémite en 2012. On lui rend dans ce cadre un hommage, bien sûr, appuyé à toute sa famille. Et toute la rédaction de Radio J présente ses condoléances. Barour Dayan Ahmed pour Samuel Sandler. Pardon de commencer sur ça, mais peut-être un mot, justement, Annick Pérez, Samuel Sandler, c'est aussi une histoire de ce siècle. C'est un malheur total. On se demande si... Enfin, j'espère qu'il repose en paix, qu'il ait enfin trouvé la paix. Voilà. Samuel Sandler, qui, comme nous tous, donc lui a été contemporain de la Seconde Guerre mondiale. Il a connu cette tragédie effroyable et sans doute a-t-il été lui aussi bouleversé, traumatisé par ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre 2023. 7 octobre, une date qui reste dans l'histoire. Alors, je vais vous poser la question que nous posons à tous nos invités, parce qu'on est en quelque sorte dans des éditions spéciales à chaque fois, y compris dans notre émission littéraire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 7 octobre, pour moi, sur le coup, je n'avais pas bien compris ce qui se passait. Et maintenant, en y réfléchissant, je me dis que c'est... Il y a 2 choses dont j'aimerais parler, en fait, dont une en particulier, c'est sur les femmes. Je pense que ça a été un tremblement de terre et que personne ne sait à quel point ce 7 octobre a fait basculer le monde. Tout le monde pense que ça n'a fait basculer que les Juifs. Et en fait, ça a fait basculer le monde entier. Ils ne le savent pas encore. Mais une telle férocité, quelque chose, ce n'est pas arrivé depuis la Shoah. Et ça veut dire qu'il y a dans l'air quelque chose de terrible. Et c'est la première fois au XXIe siècle qu'il se passe des choses aussi horribles. Alors moi, je vais parler particulièrement des femmes. Les femmes qui ont été violées, massacrées, certaines qui ont été violées par 30 hommes, dont certains hommes qui ont joué avec des seins coupés, en mettant en même temps des revolvers, et que les féministes, que les MeToo, que toutes ces femmes qui parlent d'un... Alors je vous dis tout de suite que la claque de Katniss, que je déteste par ailleurs, ça va paraître très très peu de choses par rapport à ce qu'ont subi ces femmes-là, et que demain, le féminisme devra changer de visage, parce que les féministes n'ont pas bronché sur le malheur total qu'ont vécu ces femmes, et s'est tu. Et ce silence-là va peser très lourd dans le progrès et dans l'avancée de ce mouvement féministe que j'ai jamais vraiment suivi, mais pour qui j'avais une certaine amitié. Et aujourd'hui, je pense qu'elles auront des comptes à rendre. Et au milieu de tout ça, il y a eu des héroïnes que j'attendais pas du tout. Il y a Laurence Ferrari, Céline Pina, et puis une qui s'appelle Estelle Denis. J'aurais jamais cru qu'un jour je parlerais de Estelle Denis en tant que résistante.
Elle a parlé de cette jeune femme allemande qui était dans le pick-up, euh, à moitié nue, en train de se faire cracher dessus par des hordes de sauvages. Et donc, je pense que vraiment, c'est c'est le plus grand choc que moi j'ai vu de mon vivant et je pense que personne ne sait les conséquences que ça aura pour le monde. Ah, nous sommes contemporains de cet épisode. Jusqu'à présent, Ouais. on racontait un peu l'histoire Mm. de la Shoah. Pour ceux qui, d'ailleurs, voulaient bien s'y intéresser, on était déjà dans ce débat de les derniers Ouais. disparaissent. Est-ce qu'on va Ouais. continuer à parler de ce drame? Mais là, vous diriez que c'est un nouvel épisode, en quelque sorte, Ben, moi, post-Shoah? j'ai vu hier sur la 3 un, passage de la Shoah aussi sur. Euh, Il y avait même Dassault qui est parti dans le dernier camp, après en 45, etc. Et j'ai vu ça, et j'ai pas vu de différence avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je pense que le 7 octobre n'a rien à voir avec le 11 septembre et avec le Bataclan. C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas Pourquoi? du tout la même chose parce que là, ils ont été massacrés parce qu'ils étaient israéliens, alors que là-bas, globalement, ils ont massacré tout le monde. Bon, parce qu'ils étaient américains ou français. Mais là, il y avait quelque chose d'une telle férocité, d'une telle barbarie que oui, c'est, c'est le même crime de l'humanité contre l'humanité que la Shoah pour moi. On est obligé évidemment de parler de ça. C'est un entretien avec vous, Annick Ouais, Pérez, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Mais hélas, il faut dire les choses telles qu'elles sont dans ouais, ce monde ouais. difficile. Alors vous nous revenez avec un très beau roman, en fait, qui est largement autobiographique. Il ne faut Oui, pas oui, être un oui. grand sage Ouais. pour le deviner. Ça s'appelle Comment j'ai échappé au malheur. C'est formidablement bien écrit, toujours aussi émouvant. Et c'est lié à votre histoire. Comment échapper au malheur, c'est-à-dire comment survivre, en quelque sorte, à la disparition d'un être cher. On peut dire que toute votre œuvre est traversée Tout. par cette question. D'abord, c'est dans tous mes livres, il s'agit de ma sœur, j'en parle très, très souvent et c'est vrai que, ma sœur, c'était ma sœur aînée, c'était elle qui me tous les jours quand je lui demandais, quand on rentrait de l'école, on n'avait pas d'argent, je lui dis: «Qu'est-ce qu'il y avait à goûter?» Elle me disait, «Du pain et du beurre» et je redemandais le lendemain: «Et qu'est-ce qu'on a à goûter?» «Du pain et du beurre» et le surlendemain: «Qu'est-ce qu'on a à goûter?» «Du pain et du beurre» et heu et elle s'est jamais fâchée, elle s'est jamais énervée. Bon bref, arrive ce drame, ce malheur, elle part avec son bébé, à l'âge de 30 ans et moi je suis complètement, désemparée et je ne suis pas désemparée finalement. Je décide autrement, je c'est comme quand une bombe, le malheur, c'est comme une bombe qui explose. Qu'est-ce que vous faites quand une bombe explose? Bah, vous courez, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai couru et en courant, je me suis rendu compte hem, que il m'arrivait quelque chose de très, très bizarre. C'est que, il y a eu quelque chose qui s'est passé puisque moi je me suis dit, tout d'un coup, j'ai pensé aux religieux et j'ai dit: «Mais peut-être que du côté de la religion», j'ai essayé pendant qu'elle était en réanimation de prier, j'ouvrais les fenêtres pour prier et cetera et j'ai vu que bon, ça n'avait pas marché et je sais, je me suis rendu compte et après que l'âme d'une personne, d'après les religieux, restait pendant 1 an et Là, vous parlez dans le et judaïsme, dans le Annick? judaïsme et là, c'est forcément ça parce que j'écoute, une musique, c'était Jean-Jacques Goldman, qui va d'ailleurs traverser mon œuvre aussi Oui, et on va en parler, bien sûr. Jean-Jacques Goldman et je me rends compte que en fait, j'écoute cette chanson et elle me calme et puis je mets un Walkman, ça dure 3 ans, je cours avec ce Walkman et je n'arrête pas, même quand je suis à table, même quand je suis avec des amis, même quand je suis partout, je suis avec ce Walkman et ce qu'il y a Walkman de plus rouge. rouge et ce qu'il y a de plus incroyable et on m'a dit parce qu'à l'époque, Arthur Comte, qui avait lu quelques feuillets que j'avais écrits, m'avait dit: «Surtout ne raconte jamais cette histoire oralement parce que personne ne te croirait» et en effet, si je vous dis que chaque fois que je sortais de chez moi, je rencontrais Jean-Jacques Goldman, j'allais à Champ-de-Mars, je tourne la tête, il est dans sa voiture, et cetera et cetera. Donc je me dis, c'est ma sœur qui m'a envoyé ça parce qu'elle s'est dit: «La Mhm. religion, ça va pas marcher, je vais lui essayer un truc futile, allez hop,
Goldman, c'était la star de l'époque. Et Vous effectivement. écrivez d'ailleurs joliment dans ce livre que c'était pas vraiment Non, votre non, pas tasse du de tout. thé Non, non, moi, musicale, vous le c'était trouviez Johnny. sympathique, Ouais, mais en ouais. même temps vous lui prédisiez Ah ouais. déjà toute jeune un Ouais, avenir ouais. de star, Bah, ce qui s'est j'étais en train confirmé. de lire un journal, comme ça, j'ai dit, il va devenir une star. Et tout le monde m'a regardé, mais ça va pas. Je dis, mais si, ça va être la plus grande star française. Et bien justement, Ouais. rappelez-vous de ce titre fameux qui a plus qu'un rapport avec votre livre, Annick Pérez, Comment j'ai... C'est Il suffira d'un signe. C'est ce que vous disiez juste avant cette petite pause musicale, Annick Pérez. Le signe, vous l'avez eu, vous en êtes persuadé, Ah, il bah, vous c'est est venu sûr. de votre Ah non, sœur. non, c'est sûr. Ça, j'y crois. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas. Mais alors là, ça, je suis certaine que c'est ma sœur, parce que c'est pas possible. Je l'ai même rencontré une fois dans une brasserie en allant me laver les mains. On s'est cogné. Il avait peur à la fin. Il comprenait rien. Et même Jean-Jacques Goldman avait peur. Jean-Jacques Goldman. Mais oui, il se demandait pourquoi il voyait bien que je le suivais pas. Vous êtes Je- allé lui demander, je crois, un autographe. Non, ça, la première fois, oui. Hmm. Une fois, j'ai demandé un autographe et je suis restée. Je savais même pas comment demander un autographe. Et donc, il attendait. Il me dit, bah, vous avez Il pas fallait de avoir une stylo. Je feuille. savais pas qu'il fallait avoir une feuille, un stylo. Et donc, au bout du compte, après, je le rencontrais sans arrêt. Il a commencé à avoir peur. Il pensait que... Mais je le rencontrais, il voyait bien que j'étais là avant lui. Donc, c'est pas moi qui le suivais. Et ça l'a... Et tout le monde me disait, dis-lui que tu as perdu ta sœur. Je dis non. Je le disais à personne, en fait. Je lui disais à personne. Même aux gens que je rencontrais, je disais qu'elle allait bien. Alors là, c'est un livre aussi sur le... C'est pas un livre triste, hein, c'est un livre de course, c'est un livre... De course et au sens de course. courir. Oh, Hein. voilà, courir le plus loin possible Oui. du malheur. Et c'est un livre sur, sur la mort, la naissance, l'existence, le refus, pas le déni, le refus du malheur Ouais. absolu. Et puis vous le disiez, c'était pas au début Jean-Jacques Goldman. Vous l'écrivez de façon assez drôle parce que votre livre est enlevé comme toujours avec vous. C'est un style très nerveux, très sec, avec de l'humour, de l'étrangeté qui rajoute à cet humour. Et des passages très drôles. Il avait fait des tubes, ensuite les uns après les autres, il était sur la bonne voie, mais il ne me touchait pas. Vous écrivez, j'avais pris une cassette de lui bizarrement par hasard. Monica, c'est votre sœur, se moquait toujours de mon goût de midinette pour la variété française et surtout pour Johnny. Tous mes problèmes seraient résolus. J'avais pensé petite. Si j'avais été grande pour rencontrer Johnny, j'aurais su l'épouser. C'était quelqu'un de facile à épouser, ça se voyait. Il n'y connaissait rien. Si j'avais eu l'âge, j'aurais réussi. On avait eu tous les deux des enfances de merde. On n'avait pas été aimés, alors on ne faisait pas d'histoire quand on nous donnait de l'amour. La voix de Johnny était ma seule amie, enfant, chez ma tante. Voilà un peu le style. Vous, amoureuse, oui, vous auriez pu être une femme. Oui, parce que j'étais en Tunisie quand mes parents étaient en France avec ma sœur, parce qu'il y avait un problème de santé qui s'est réglé à 14 ans. Et donc, j'étais très seule et et Johnny, c'était tout pour moi. Et après, c'était Goldman. Et je pense que ma sœur a dû se dire, bon, celle-ci, pour la sortir d'affaires, ça va être Goldman. Et c'est sûr que ça peut être que ça, que c'est pas possible. Elle pensait bien que j'allais pas me rentrer dans la religion. Mmh. Donc... Mais vous êtes mariée jeune. Oui, et tout de suite, vous n'avez pas attendu de Johnny. Non, j'ai pas attendu de Johnny. Mais j'aurais dû parce que je suis sûre que j'aurais pu l'épouser. Hein, c'est sûr. Il était comme moi. C'était quelqu'un qui est facile à épouser. Oui, c'est Johnny. Ce signe que vous a donné Jean-Jacques Goldman, que vous rencontrez partout, il a eu une réaction au bout d'un moment, Jean-Jacques Goldman, vous le connaissez maintenant ? Un jour, il m'a dit, quand je l'ai rencontré, là, que je me suis cognée à lui dans une brasserie, il était avec Michael Jones. Michael Jones est venu me voir, il m'a dit, Jean-Jacques veut te parler. Et là, j'ai dit, oulala. Et donc, je me suis assise à sa table. Et il se mettait de profil et il ne me parlait pas. Et tout d'un coup, comme je lui avais fait passer quelques feuillets de livres que j'avais écrits, et justement, ce Arthur Comte, là, qui était ministre et à l'époque président de l'ERTF, bien avant. Arthur Comte, oui, qui avait dit « Surtout, ne raconte jamais ton histoire. Oralement, jamais. » C'est celui-ci qui m'a dit ça. Qui était un grand conteur, d'ailleurs. Et un catalan. Et s'il était dans l'immeuble de mon père, c'est mon père qui lui avait donné ces feuillets pour savoir un peu si je valait un petit quelque chose. Et il m'avait appelé dans un restaurant me disant « Tu as une plume ». Et là-dessus, donc j'ai donné...
quelqu'un a donné ces quelques pages à Goldman et il a voulu me voir. Et là, après, je raconte pas la suite parce que. Faut pas tout raconter, voilà. c'est vrai. Ce qui est assez marrant, c'est comment vous faites le rapport. Vous sentez qu'il y a un rapport entre Jean-Jacques Goldman, la vedette naissante, émergente, et puis Pierre Goldman, ce fameux révolutionnaire qui avait été accusé d'avoir assassiné sur le boulevard Richard Lenoir de 2 pharmaciennes, qui ensuite a écrit ce fameux livre Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Et vous dites à tout le monde, mais c'est son frère, et on veut pas vous croire. Mais non, mais j'étais au Zénith, parce qu'à l'époque, il y avait comme un cordon sanitaire autour de moi, comme ils voyaient que j'étais tout le temps avec mon Walkman et que je parlais à personne, etc. Et quelqu'un m'a pris des places, moi j'allais jamais dans les concerts, et je vais donc à ce concert avec des amis, et je vois arriver Goldman, on était au 2e rang, et je dis mais c'est le frère de Pierre Goldman, et tout le monde me dit mais qui c'est Pierre Goldman? Je dis mais si, c'est son frère, parce que moi j'avais lu le livre, je dis mais c'est sa tête, c'est son frère. Tout le monde m'a prise pour une folle, et lui en particulier après. Oui. Bien sûr. D'ailleurs, vous écrivez dans ce livre qu'apparemment, bon, ça c'est un peu pour l'histoire générale, que le frère fameux Pierre Goldman, inquiétant et semblait un peu menaçant aussi pour sa famille. Est-ce que c'est vérifié, ça, historiquement? Oui, je crois que c'est vérifié. Oui, c'est vérifié. Oui, c'est vérifié par ma tante, là, dont je parle, qui connaissait très bien Pierre Goldman et qui devait faire un documentaire sur lui. Et donc, oui, les frères avaient peur de Pierre, qui avait toujours des revolvers sur lui, etc. Comment j'ai échappé au malheur, c'est votre dernier roman largement autobiographique. Ouais. C'est une sorte de vade-mecum, on peut dire. Ça devient une sorte de livre feel good. Comment j'ai échappé au malheur, c'est une méthode. Oui, c'est une méthode parce que c'est des pistes, et puis c'est surtout d'abord la chance a voulu que ça se termine bien, surtout. Et parce que le vrai, c'est pas. Goldman m'a aidé à traverser, mais le final, c'est autre chose qui m'a sauvée. Oui. Donc, et ça, On vous le verrez, dit pas, c'est dans le le final. livre, voilà. Mais il m'a aidé à traverser le malheur. Et ça, c'est déjà le plus important, parce que le malheur, c'est comme une espèce de rivière en feu. Et quand quelqu'un vous aide à traverser. Donc, même si je l'énervais, enfin, même si ça l'énervait qu'il ne comprenait pas que ça venait peut-être d'ailleurs. En tout cas, moi, il m'a aidé. Et je pense que tout le monde a besoin de quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un livre, ça peut être un chanteur, ça peut être un arbre, ça peut être. Il faut s'accrocher à quelque chose. C'est comme les tsunamis, il faut s'accrocher à quelque chose. Et Dieu sait si en ce moment on a besoin de s'accrocher tout azimut à quelque chose ou quelqu'un. Ce récit est très drôle, on disait, très fort, très émouvant. Mais il y a beaucoup de poésie, c'est vrai, et c'est de l'amour. Alors, vous êtes auteur de Annie Pérez, on vous représente maintenant plus en détail. Vous êtes non seulement écrivain, mais artiste peintre. Vous avez aussi écrit des pièces de théâtre, on va y revenir dans quelques instants. Ce roman, c'est le 8e. 8e. Vous avez écrit un livre qui a eu d'ailleurs un succès très important en 2020. Un roman, mais là aussi largement inspiré de l'histoire de votre famille, s'appelle Une nuit à Carthage. Voilà, et c'est l'histoire de ma mère. Et on m'avait demandé pendant très longtemps de raconter cette histoire. Je me disais, mais pourquoi raconter ça? Et j'étais surprise de voir à quel point les gens se sont identifiés à cette histoire d'amour entre une jeune femme de 15 ans à Tunis dans les années 50 et un envoyé du Mossad qui était parti en Tunisie pour emmener les jeunes en Israël qui avaient besoin de jeunesse. Ouais, c'est une histoire qui fait beaucoup de bruit, qui a dépassé les frontières de la France. Je crois qu'aux États-Unis, on en parle aussi beaucoup, notamment dans les médias américains juifs qui sont très importants dans le pays. Donc je recommande à nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas lu, il y en a quand même quelques-uns encore qui n'ont pas lu, Une nuit à Carthage. Et puis, avec vous aussi, la deuxième pause musicale va nous raconter aussi de ce que vous avez fait dans votre travail d'artiste depuis quelques années.
the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waiter brought a tray, and so it was. Ah oui, là, c'est The Voice, hein, Annick Pérez. Oui, The Voice. La voix. Ouais, c'est la voix. J'ai tiré Au départ, je devais faire un film avec Gary Brooker à Procolarum, avec qui j'étais devenue amie, puisque on avait travaillé pendant 2 ans sur... moi, j'avais fait un scénario sur lequel on avait travaillé ensemble, etc. J'allais tout le temps à Londres, il est venu à Paris aussi. Et finalement, j'ai pas réussi à monter le film. Et j'en ai tiré une pièce. Oui. Et le scénario est meilleur que la pièce, mais la pièce a été reprise après par Elie Chouraki. Il en a fait vraiment... Qui a eu un beau succès. Les 10 commandements, il a fait avec ça. C'était Ça pourrait l'héritage d'Anna. revenir, ça pourrait être remonté, comme on dit. Je pense que lui veut le remonter parce que il a fait un travail de mise en scène absolument Comment incroyable. s'appelle la pièce ? L'héritage d'Anna. Et surtout, c'est que l'histoire, c'est une histoire de la voix, quoi. C'est la voix qui vient d'Afrique et qui est venue... Enfin, c'est une jeune femme qui a été déshéritée par son père et qui hérite d'une voix, d'une star. Et quelle voix ? Et la voix de Procolarum. Que vous avez bien connu, Gary Brooker, qui nous a quitté il y a 2 ans maintenant. Alors, on va terminer sur, comme veut la tradition de notre émission, Sepharim, les livres, le livre. Vous avez choisi 2 livres. Vous allez nous dire quelques lignes et nos auditeurs vont se prêter à ce jeu. Écoutez, de savoir, mais qui a écrit cela ? Je suis sûr que beaucoup vont deviner. Premier extrait. Alors, premier extrait, tu seras un héros, tu seras général, tu seras diplomate, ambassadeur de France. Tous ces voyous ne savent pas qui tu es. Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Mais alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'armée de l'air, ce que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée, ses lèvres se mirent à trembler, et j'entendis une fois de plus la formule intolérable, devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. Alors tu as honte de ta vieille mère ? Alors, chers auditeurs, vous avez entendu, très bien lu par Annick Pérez, notre invitée sur Sepharim, ce passage. Alors, on va donner notre langue au chat. C'est La promesse de l'aube de Romain Gary, parce que... Alors, c'est quelque chose dont je parle à ma fille tous les soirs, parce que j'ai toujours pensé qu'une mère pouvait faire de son enfant ce qu'elle voulait qu'il soit. Et cette femme qui arrivait de Russie sans un sou, qui n'était rien du tout, a fait de son fils un diplomate et un écrivain majeur. Voilà, et vous avez un rapport aussi avec votre fille très très précieux aussi, votre fille, et qui est d'ailleurs, dont on parle dans ce livre, Comment j'ai échappé au malheur, et que vous donnez son propre nom. Sacha. Qui vous regarde en ce moment, oui. pendant l'enregistrement de cette émission. On finit par le 2e extrait que vous nous avez cherché. Voilà, alors là, ça se rapproche un peu de ce que j'ai... je trouve que c'est une autre vision du malheur. Bon, écoutez. Aujourd'hui, maman est morte. On peut dire hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'est peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron. Il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire ça. En somme, je n'avais pas à m'excuser. Ouais, alors là, on ne va pas faire l'injure à nos auditeurs de ne pas avoir reconnu la première phrase
d'un auteur que vous chérissez. Au Absolument. maximum. Albert Camus, pour moi, qui est le plus grand écrivain de tous les temps. Il a eu le prix Nobel de littérature, mais surtout, il est surtout le premier à avoir écrit avec une telle simplicité. Il faut des années pour écrire simplement. Ouais, le génie absolu. Eh bien, nous étions très très heureux de vous recevoir, Annick Pérez. Ça faisait longtemps, avec ce livre en plus qui vous ramène au devant de cette actualité. On aurait pu parler aussi de peinture avec vous, ce sera l'occasion de le faire, parce que vous allez exposer bientôt, notamment à Deauville, en Normandie. Je rappelle ce titre, ce beau livre qui sort dans quelques jours. Le 17 janvier. Annick Pérez, Comment j'ai échappé au malheur, aux éditions Ramsay. Merci d'avoir été avec nous dans Merci à vous. Sepharim. Merci beaucoup.